Le grand dialogue. Sigika Foba. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Maudi. Chenni Beri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. La situation sécuritaire au Mali, c'est d'elle que nous allons une fois de plus parler. Actualité oblige. Pas plus tard qu'hier, des affrontements ont opposé les forces armées maliennes à des hommes armés dans le centre du pays, plus précisément dans la région de Mopti. On parle de 5 militaires maliens disparus. Seraient-ils aux mains du groupe terroriste Ansardine, comme l'annonce ce dernier? La question attend sa réponse. Dimanche, c'est un véhicule d'aménagement qui a sauté sur une mine au nord du pays, faisant un mort et 5 blessés parmi les casques bleus. Alors, presque chaque semaine apporte son lot de victimes dans telle ou telle localité. Comme on le voit, la situation ne s'améliore guère. Ce cycle infernal va-t-il se poursuivre encore longtemps? Si oui, avec quelles conséquences que peuvent l'aménagement Barkhane et les forces armées maliennes face à la multiplication des actes? Ces questions et bien d'autres seront au centre du grand dialogue de ce lundi. Le grand dialogue qui reçoit ce soir Modibo Makalou, il est analyste. Boubacar Bokoum est analyste et politologue. Il sera en ligne. Il est plutôt là dans ce studio. Nous avons Baba Dakono, lui plutôt, il est chercheur. Il sera donc en ligne. Nous avons toujours dans ce studio Boubacar Mintou Kone du parti Frafisna. Ce débat vous est présenté par Seydou Fomba. Le grand dialogue. À toutes et à tous, bienvenue au Mali. La spirale de la violence ne semble toujours pas être près de s'arrêter. Les attaques ne cessent de se multiplier aussi bien contre l'aménagement que contre les femmes. Le nombre de victimes, lui aussi, va toujours croissant. Pareil pour les localités confrontées à différents types de violences. Cela peut-il continuer encore longtemps? Nous adressons la question à vous. En premier lieu, Modibo Makalou, qui est analyste. Bonsoir, merci de m'avoir invité. C'est pour dire qu'il n'y a pas de sécurité sans développement, il n'y a pas de développement sans sécurité non plus, et que c'est une situation qui nous préoccupe au plus haut point, et que ça devrait être l'affaire de toutes les populations, parce que la sécurité, ça englobe beaucoup de choses. Surtout au niveau des conditions de vie des populations. Wakar Bokoum. Bonsoir, M. Fomba. Excusez-moi. Je commencerai d'abord à m'incliner, parce que c'est sûr qu'avec cette attaque, il y a encore des morts. Et prompt rétablissement aux blessés. Et sur ce, vous savez, comme M. Makalou vient de le dire, le contexte sécuritaire est un domaine très complexe et qui prend une synergie d'actions diverses. Et quand vous prenez la situation actuelle du Mali, c'est vrai qu'on a tendance à voir le tout sécuritaire en termes militaires, mais en fait, il y a d'autres facteurs très pertinents qu'on semble souvent oublier, notamment la réconciliation nationale. Le tissu politique malien aujourd'hui, il est débridé. Et il va falloir donc, dans un premier aspect, d'abord réconcilier la classe politique d'abord, elle-même, entre elles, parce que là où nous en sommes, c'est cette classe politique qui nous a amenés là. Ensuite, réconcilier cette classe politique avec son peuple. Et ensuite, comme il a dit, dans ces facteurs, il y a les différents facteurs communicationnels, de développement et tout ce qui s'ensuit. Et c'est à partir de ce moment qu'on peut engranger le processus de réconciliation avec ceux qui nous ont déjà faussé compagnie, y compris les acteurs internationaux qui viennent pour nous accompagner très fort heureusement. Boubacar Mintou Kone, je rappelle que vous êtes du parti qui s'appelle Frafisna. Alors dites-nous, vous, quand est-ce que vous voyez une fin probable de cette spirale de la violence? D'abord, merci de m'avoir invité dans vos studios. Et je salue tous vos auditeurs, tous ceux qui sont à l'écoute et qui nous entendent. Et je joindrai aussi ma parole à M. Bokoum en m'inclinant devant la mémoire de nos vaillants soldats qui continuent de payer le lourd tribut pour la défense de l'intégrité territoriale de notre pays. Et pour revenir à votre question, effectivement, les questions de défense et de sécurité sont des questions essentielles. Et un pays, la colonne vertébrale d'un pays constitue ses forces armées et de sécurité.
Donc si aujourd'hui nous avons un dispositif militaire et sécuritaire assez performant, il va s'en suivre que l'autre binôme va être en marche, c'est-à-dire le développement. Tant qu'il y aura des défaillances sécuritaires, des défaillances militaires, le développement est extrêmement difficile. Même la restauration de la confiance avec les partenaires extérieurs. Donc la question sécuritaire et militaire aujourd'hui, la question militaire et sécuritaire aujourd'hui dans notre pays est essentielle. Et pour régler ce problème, c'est une urgence de régler ce problème parce qu'il y va aujourd'hui même de l'existence de la nation malienne qui est en cause. Le pays est vraiment menacé. Et en conséquence, face à la gravité de la menace, il faut aujourd'hui la mobilisation de toutes les ressources humaines. Et déjà, la presse est à saluer dans ce domaine. Les questions de défense et de sécurité, les questions sécuritaires étaient des questions taboues dans notre pays. On n'en parlait pas. Mais aujourd'hui, on voit que le débat est lancé et toutes les intelligences sont en train de s'exprimer sur la question. Si vous entendez parler des grandes nations comme les États-Unis d'Amérique, la Russie, la France, etc., c'est parce qu'ils ont des armées fortes et des services de sécurité assez performants. Nous avons en ligne Baba Dakono qui est lui aussi il est chercheur. Alors dites-nous, monsieur Dakono, le cycle infernal, ça continue toujours et c'est toujours préoccupant. Oui, vous l'avez dit, le cycle, ça continue toujours. Et il faudrait que les gens comprennent que le problème sécuritaire au Mali, c'est une confluence de menaces sur le territoire malien qui est très très difficile à endiguer d'un revers de main. C'est sûr qu'il y a une croissance de la violence, nous avons une insécurité multiforme, nous avons aussi le facteur post-conflit, permettez que je puisse utiliser post-conflit, parce que désormais nous parlons d'ex-rebelles, non seulement à l'intérieur du pays, mais aussi le fait que le pays soit situé entre beaucoup d'autres pays qui sont des pays qui sortent de conflits. Donc aujourd'hui, en plus des menaces qui existaient et l'émergence de nouvelles menaces à partir des années 2000, je parle notamment du terrorisme et du narcotrafic, il est très très difficile aujourd'hui pour le Mali parce que pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir une certaine sérénité sécuritaire, il faudrait beaucoup de préalables, notamment il faudrait un meilleur contrôle, une meilleure gestion de nos frontières, une collaboration plus franche avec d'autres pays, mais aussi, je crois que quelqu'un l'a dit, le rétablissement de la confiance, non seulement entre certains acteurs qu'il a signalés, mais plutôt le rétablissement de rapports confiants entre communautés et forces de sécurité. Parce qu'aujourd'hui, la complexité de la menace et, comme je l'ai dit au début, la confluence des menaces aujourd'hui sur le territoire malien font que les forces de défense et de sécurité à elles seules ne peuvent faire face à la menace sans une collaboration vraiment franche des communautés. Et cette collaboration des communautés va s'établir sur l'établissement de rapports confiants. Parce que, vous savez, il y a eu une sorte de rupture entre forces de sécurité et communautés, rupture qui est due d'un point de vue historique à l'histoire institutionnelle même du pays, à beaucoup d'autres facteurs. Donc il est important de travailler sur ça. Il est important que les gens comprennent aussi que la situation, c'est sûr que les gens ont besoin d'avoir une forme d'amélioration, de croire que la situation est en train de s'améliorer, ce que les gens ne perçoivent pas aujourd'hui, mais que la situation ne va pas se régler d'un revers de main. Il faudrait beaucoup plus de mesures que ça, il faudrait beaucoup développer de nouvelles approches qui répondent effectivement au type de menaces face auxquelles nous sommes. Alors, nous l'avons dit, il y a beaucoup d'attaques, il y en a eu donc beaucoup. Elles ne sont pas toutes revendiquées et certaines leçons et les noms qui reviennent le plus souvent, c'est quand même Ansardine. Alors dites-nous, Makalou Modibo, vous qui êtes analyste, dites-nous, que veut finalement Iyad Agagali qui est quand même le chef d'Ansardine? Merci M. Fomba. Mais en fait, je pense que l'idée, c'est quand même de déstabiliser les structures de l'État, parce que si vous prenez ces structures soi-disant djihadistes, généralement, ce qu'elles revendiquent, c'est un territoire.
Et donc, depuis les événements de 2012, vous avez vu qu'une partie de notre territoire, enfin, les 2 tiers de notre territoire ont été occupés par ces forces djihadistes. Et elles s'y sont installées. Et donc, l'idée, c'est quand même d'avoir un territoire et d'avoir des populations sous leur joug. Et donc, la stratégie, quand même, de la part de l'État malien, c'est de s'assurer l'État soit présent sur l'étendue du territoire, de s'assurer que les populations ne sont pas laissées à elles-mêmes. Parce que quand les populations sont laissées à elles-mêmes, le premier venu peut se servir d'elles. En tout cas, les populations ont besoin d'être rassurées et surtout, il faut renforcer la capacité d'action de l'État. Parce que ce que nous vivons ici, ce n'est pas au Mali seul, ce n'est pas au Sahel seul. Partout dans le monde, nous voyons de nouvelles menaces émerger. Mais aussi, c'est en fait la déliquescence même de l'État dans le monde qui est en cause. Et les murs de la cité aussi sont en train de s'effondrer parce qu'il y a moins de civisme, malgré que la plupart des pays vivent en mode démocratique. Et je pense qu'il y a beaucoup de menaces et de mots tels que l'exclusion, le racisme. Donc souvent les gens trouvent refuge dans la religion pour essayer de parer à ces injustices. Et donc il faut aussi accorder beaucoup d'importance aux communautés. Vous voulez dire que les frustrations accumulées jouent un rôle important dans ce genre de situation? Surtout quand l'État ne joue pas son rôle. Parce que, imaginez, quand je parle de l'État, je parle des structures publiques qui nous gouvernent, qui nous administrent. Donc l'étendue du territoire, quand on parle des forces armées, des forces de défense et de sécurité, je m'incline comme M. Bokoum et M. Koné aussi devant la mémoire de ceux qui ont perdu la vie et ceux qui sont blessés aussi. Je leur souhaite un prompt rétablissement. On ne peut pas dire assez le sacrifice consenti par des forces de défense et de sécurité, mais l'approche n'est pas militaire. Les menaces maintenant sont mobiles. Il faut que les réponses aussi soient mobiles. Et je m'évertue à expliquer à certaines personnes que ce n'est pas la guerre classique où on voit l'ennemi en face, on le distingue. Quand nos soldats sont quelque part, ils ne savent pas qui est l'ennemi. Et c'est très facile d'attaquer quelqu'un quand vous vous fondez dans la population, etc., etc. Donc il faut que nous changeons d'approche. Studio Tamani, la suite de ce débat dans un instant. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. La situation sécuritaire au Mali, c'est donc le sujet du grand dialogue de ce lundi. Nous avons parlé de quelques attaques, des attaques qui sont donc de plus en plus nombreuses. Il faut également signaler que le nombre de localités confrontées aux violences augmente toutes les semaines. Il y a eu Nampala, Gossi, Tenenkou, pour ne citer que celle-là. Alors, pas plus tard que ce matin, il semble qu'il y a eu quand même une sorte d'alerte ici à Bamako. Elle s'est heureusement avérée fausse, mais on parle quand même d'un drapeau noir ici sur le toit d'une maison à Faladje. Est-ce que le geste est anodin, Boubacar Bokoum? Non, je pense que l'ennemi est déjà connu. Donc il ne faut pas maintenant chercher à savoir ce que l'ennemi veut. C'est nous détruire comme il l'a dit. Maintenant, il s'agit de voir comment est-ce que nous pouvons détruire l'ennemi. En fait, l'ennemi est à Bamako, il ne faut pas se voiler la face. Parce que comme il l'a dit, c'est une guerre asymétrique dans laquelle l'ennemi est plus ou moins invisible. Donc il n'est pas forcément là où on le cherche. Mais pas du tout, il est un peu partout. Il est un peu partout parce qu'il se dissimule, il y a des petits harcèlements qui sont là pour nous montrer qu'ils sont là. Mais en réalité, le vrai problème de cette crise est à Bamako ici, il ne faut pas qu'on se voile la face. Donc, de mon point de vue, il y a une tare qu'on n'est pas encore parvenu à corriger au Mali, c'est l'équité et la justice, comme il vient de le dire. Parce que même au sein de l'armée, souvent on reproche certaines attitudes à nos militaires qui, en fait, ils ne sont que le produit de notre éducation. Donc aujourd'hui, quand vous quittez Bamako pour dire que vous allez aller renforcer une situation, par exemple à Nampala, le vendeur d'arachides dans le marché, c'est ce qui se passe dans l'armée. Les informations militaires, il faut faire attention. Les déplacements, le truc militaire, contrairement à ce que le camarade vient de dire, c'est vrai qu'il faut en parler. Mais je dis,
il y a des choses qu'on ne dit pas militairement. Cela nous amène justement à nous intéresser aux questions que nous ont adressées certains internautes, notamment Papa Aïdara, qui dit il faut des hommes à la place, qu'il faut. Oui, j'en viens. Voilà. Oui, au sein de l'armée. Il y a un second, il s'appelle Sambala Diallo, lui qui dit il y a trop d'embuscades. Y aurait-il des tops au sein de l'armée? Si oui, quelle stratégie? Alors vous voyez que les gens se posent toutes sortes de questions. Je comprends. Des taupes ou pas des taupes, tout ça, l'éducation. Pour qu'un citoyen malien ose trahir sa propre nation au sein de l'armée pour donner des informations à l'ennemi, franchement, il faut qu'il ne comprenne pas d'abord c'est quoi la patrie. Premier point. Maintenant, le fait que des informations filtrent dans l'armée, je sais qu'il y a des gens qui ont la langue pendante, qui disent plein de choses qu'on ne devrait pas dire. Mais faudrait-il qu'ils sachent ce qu'il ne faut pas dire et ce qu'il faut dire. Donc, il y a un problème de formation. Et je dis, en fait, la défaillance, c'est une défaillance de la société malienne en réalité. Parce que quand on parle des militaires, c'est trop facile d'accuser les militaires. Mais les militaires, ils sont qui? C'est nos enfants, c'est nos frères, c'est nos camarades qui ont bénéficié du même laxisme que nous autres. Donc, nous intégrons le corps pour exercer au nom de l'État, mais avec les tares que nous avons, avec lesquels nous sommes partis à partir de cette société. J'en viens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tant qu'on ne peut pas sanctionner, parce que c'est là le vrai problème du Mali. On ne sanctionne pas. Par exemple, un militaire, quand on te dit que tu ne dois pas déserter, quand tu désertes en temps de guerre, voilà ce qui doit s'appliquer. Là, on l'applique. Quand quelqu'un trahit la nation et que l'information passe, il faut qu'on puisse le juger parce qu'il a donné des informations qu'il ne devrait pas donner. Et ainsi de suite. Donc, une fois que ces conditions sont réunies, mais on ne peut pas aussi dire aux militaires à lui seul de respecter les textes, pendant que nous, les civils aussi, nous ne faisons rien de bon, nous ne sommes pas sanctionnés. Donc, c'est un cancer généralisé. Donc, maintenant, il faut oser prendre le taureau par les cornes. Et là, c'est là où je reviens à cette vérité historique que nos politiques nous cachent si bien, savamment. Parce qu'aujourd'hui, au Mali, si on veut aller à la réconciliation, conformément à l'esprit de l'accord de paix et de réconciliation, il faut qu'on soit capable de dire la vérité aux Maliens. De 60 à nos jours, qu'est-ce que les politiques ils ont fait? Là où ils ont fauté, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Il faut faire ce bilan. Et que si maintenant le peuple décide de pardonner aux uns et aux autres, maintenant on peut parler de réconciliation. Sinon, à part ça, je ne vois pas comment est-ce que ce problème, on le prend sous l'axe purement sécuritaire. Ce n'est pas possible. On ne peut pas arriver à bout. Regardez les États-Unis, la France et tout ça qui ont les grands moyens, qui ont les satellites, qui observent tout. Ils sont encore victimes du terrorisme. Absolument. Donc il faut que nous, en tant que pays sous-développés, qu'on puisse avoir les bonnes articulations et qu'on soit suffisamment sérieux pour se prendre au sérieux. Parce qu'aujourd'hui, quand vous observez la classe politique qui est émiettée, chacun tire de son côté et on ne comprend pas que le Mali est au centre. Mais là, il faut faire attention. C'est une dérive qui est très dangereuse pour la sécurité. Même quand vous regardez les journalistes, les partis politiques, dans tous les pays du monde, quand on parle de la nation, il y a une petite réserve, une petite décence qu'on a par rapport à la chose qui est nationale, qui est publique. Cela ne nous dédouane pas de nous dire certaines vérités. Mais il faut qu'il y ait une certaine équité, une certaine justice dans le système. Voilà. Baba Dakono est en ligne. Baba Dakono, puisque nous parlons de l'armée malienne, nous comprenons tous qu'elle consent aujourd'hui d'énormes sacrifices pour faire face à la situation. Mais on sait aussi qu'elle a besoin d'être formée. Mais quelqu'un disait, M. Dakono, qu'il n'y a pas de mauvais soldats, mais qu'il y a plutôt une mauvaise armée. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que c'est l'opinion de la personne, mais il est vrai quand même que les soldats obéissent sur le terrain à une certaine stratégie qui est définie principalement d'abord par des chefs militaires. Mais justement, Dakono, je crois que l'idée est qu'une fois qu'on ne respecte pas ces principes, c'est qu'il y a problème. Le problème qui ne se situerait donc pas au niveau de l'individu. Oui, je pense que surtout, on est en train de prendre le problème par le mauvais bout. Tout de suite, l'intervenant qui m'a précédé a parlé des problèmes et a insisté sur le fait terroriste, tout en rappelant tous les mots de gouvernance, tous les mots de justice qui rentrent dans le cadre de la gouvernance qui mime aujourd'hui notre société. Il faudrait comprendre qu'aujourd'hui, le terrorisme, la croissance, l'expansion et la force de frappe des terroristes aujourd'hui reposent sur des phénomènes sociaux et des faits de gouvernance aujourd'hui qui ont manqué de belle approche. C'est sûr que tant qu'on continuera à faire les mêmes pratiques qui ont donné des résultats qu'on connaît, on va avoir également des faiblesses au niveau sécuritaire qui nous montrent en fait qui ne sont que la vitrine de certaines de nos défaillances.
Pourquoi je dis qu'on prend le problème par le mauvais bout? Aujourd'hui, on fait sentir sur le terrorisme, alors que le terrorisme, les effets néfastes du terrorisme aujourd'hui s'appuient sur d'autres phénomènes qui vont au-delà même du terrorisme. Pourquoi c'est plus complexe encore au Mali? Nous avons un État défaillant depuis des années, c'est clairement établi. Nous avons des problèmes de gouvernance aujourd'hui, c'est clairement établi. Et nous avons l'expansion parce qu'on n'a pas pu contrôler les 3/4 de notre territoire qui sont au nord du Mali, qui est devenu progressivement une base arrière pour toutes sortes de criminalités organisées. J'entendais par là le trafic d'armes, le trafic de drogue, le trafic d'êtres humains, qui sont venus s'ajouter à cette nouvelle menace qui est le terrorisme aujourd'hui. Et nous avons aussi, il faut aller plus loin dans l'analyse pour dire que nous avons également, au niveau de la gouvernance, une sorte d'influence de l'économie criminelle sur le fait politique dans notre pays, à d'autres localités, et même, si vous voulez, au niveau national. Donc, tant qu'on n'a pas résolu ces problèmes, c'est sûr que le problème sécuritaire va être la vitrine par laquelle nous allons voir nos défaillances, si on voudrait bien les voir, et qu'on cherche les solutions à ce niveau. Qu'on cherche les solutions dans l'amélioration de la gouvernance, qu'on cherche les solutions dans le contrôle, qu'on fasse une bonne carte sécuritaire, qu'on ait un bon maillage, qu'on fasse un bon contrôle, une bonne surveillance de nos frontières et qu'on distribue de façon juste et de façon équitable la justice dans notre pays. Et on peut s'attendre à ce moment à voir plus d'effets dans la lutte contre le terrorisme qui n'est une manifestation d'un problème plus global, plus large. Pour revenir à votre question première qui était aujourd'hui la capacité des forces de sécurité, comme je le disais au début de propos, elle ne traduit que le niveau stratégique. Il faut également rappeler que nous manquons sérieusement de planification et d'études stratégiques dans ce domaine. On est plutôt au niveau opérationnel, on sait ce qu'on voit au niveau opérationnel des défaites, des prises d'otages, mais au niveau stratégique, on est dans la réaction, alors que le niveau stratégique doit être plutôt dans la planification stratégique pour contrer toute cette menace sécuritaire. Alors, je crois qu'on va être un peu plus terre à terre en posant cette question qui me paraît un peu plus concrète. Alors, qu'est-ce qui manque aux différentes forces présentes au Mali, qui sont donc présentes sur le terrain pour pouvoir stopper les attaques? Les hommes, les moyens matériels ou le niveau de préparation? Je pose à vous la question. Boubacar Mintou connaît de Frafisna. Merci, camarade. Le problème est très simple et il est à la fois simple et compliqué. Pendant de longues années, nous avons oublié dans notre pays le rôle essentiel d'une armée. Comme on le dit en Bambara, Nika Ulujugu Fara Dotabiki. Notre armée a été politisée. Depuis toutes les différentes républiques qui se sont succédées, ont politisé notre armée. Et une armée, la politique, elle est rentrée là où elle ne devrait pas être. La première république a politisé l'armée. Même si nous n'étions pas nés ou si nous étions jeunes à cette époque, il y avait le comité USRDA dans les casernes. Le coup d'État du 19 novembre 1968, où des officiers subalternes ont surgi sur la scène pour cravater des officiers supérieurs, les colonels Sékou Traoré, Pinama Drabo, etc. Dès cet instant, l'armée a marché sur sa tête. Et ce phénomène continua quand l'UDPM, des militaires, des officiers généraux, des officiers supérieurs ont siégé dans les instances dirigeantes du parti État et ont occupé des fonctions politiques et administratives. L'armée a cessé de jouer son rôle de défense de l'intégrité territoriale. Donc vous situez donc le problème auquel fait face l'armée, vous le situez très loin. Très loin. Mais on va dire que mais il n'y a pas que les femmes sur le terrain. Ça a continué. L'avènement de la démocratie issue de la révolution de mars 91, l'armée a été vue en ennemi. On a pensé, parce qu'il y avait un militaire général d'armée qui a dirigé pendant 23 ans, que tous les militaires étaient mauvais. Ils ne se sont pas rendus compte que l'armée aussi a autant souffert que les démocrates.
Et la politisation s'est accentuée. Alors, nous l'avons compris. Dans l'armée, où maintenant même, il y a eu même des meetings politiques dans les garnisons. Les démocrates, on a vu ça. Je crois que cela est bien compris, mais je rappelle quand même que les femmes ne sont pas seules sur le terrain. Il y a l'aménagement, il y a Barkhane aussi qui est là. Je reviens sur ça. Ça aussi, c'est l'une des grosses erreurs que les Maliens commettent. Personne ne viendra mourir pour nous ici. C'est à nous de défendre notre intégrité territoriale. Le problème, comme vous l'avez demandé, quelle est la solution pour faire face aux attaques? Mais écoutez, il y a des hommes qui sont quand même déjà morts pour nous parce que nous avons des soldats français qui ont perdu la vie. Oui, c'est à nous on doit compter sur nos propres potentialités et c'est à nous de contrôler notre territoire. C'est à nous de donner un mental. C'est le mental. Au Vietnam, l'armée des Ho Chi Minh, etc., a mis en déroute les États-Unis. Nous avons une armée aujourd'hui qui n'a pas le mental pour faire le combat. Et aussi, nous n'avons pas cette vision politique. Non, je ne suis pas totalement d'accord. Je ne suis pas d'accord quand il dit que l'armée n'a pas le mental. Monsieur Bokoum, allez-y. Je ne suis pas du tout d'accord. Très rapidement, avant qu'on donne la parole. Je ne suis pas d'accord quand il me dit que les soldats n'ont pas le mental. En fait, juste un mot. Si je comprends bien ce qu'il veut dire, peut-être que c'est un lapsus, c'est de dire que nous manquons une certaine forme d'éducation citoyenne à la base. Ça, c'est global. Mais qui ne parle pas l'armée. Ça concerne toute la société. Toute la société. On a des difficultés à comprendre qu'est-ce que nous faisons et qui nous sommes réellement. Maintenant, quand une armée, dans les conditions que nous savons, qu'il vient de décrire d'ailleurs très brillamment, toutes les difficultés que cette armée a connues, et voir encore ce qu'ils sont en train de faire sur le terrain, je dis franchement, ils font un boulot énorme. Nous allons donner la parole. Pour revenir je rebondis juste sur la question que vous venez de poser aujourd'hui avec Barkhane, l'aménagement et tout ça. Je dis, ce qui nous manque à ce niveau, c'est que la diplomatie malienne n'a pas pu mettre l'armée malienne au centre. On est venu, c'est des gens qui ne connaissent pas bien le terrain, mais qui sont des professionnels, qui connaissent bien le maniement des armes, mais le Mali quand même reste le Mali. Donc, Barkhane et on reviendra à vous bientôt, merci beaucoup. On reviendra à vous. D'accord. Oui, mais ce que j'aimerais dire, c'est surtout de penser que les menaces sont nouvelles. Et c'est le monde même qui est en ébullition. On a cité des pays développés, bien outillés, où il y a beaucoup de problèmes aussi. Mais le cas spécifique du Mali, il faut penser que nous vivons une crise politique, morale, sociétale et une crise d'autorité. C'est l'autorité, une crise généralisée. Oui, c'est l'autorité et le crédit de l'État qui est en cause. Et je n'aimerais pas qu'on accable l'armée. L'armée doit être le bras des politiques. Vous savez, l'armée est une déclinaison un peu de l'appareil d'État, mais c'est tout l'appareil d'État qu'on doit mettre en cause, notamment sa capacité d'action. Non seulement sa capacité d'action, mais aussi comment nous mettons en œuvre nos politiques publiques. Et pour revenir à cela, on a parlé des institutions et des ressources humaines, la qualité des ressources. Quelqu'un a dit prosaïquement l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il y a le grand économiste français Jean Monnet qui disait « Rien n'est possible sans les hommes, rien n'est durable sans les institutions ». Quelle que soit la qualité des institutions que vous avez, ce sont des personnes qui les animent. Si les personnes ne sont pas à la hauteur, mais regardez, vous prenez un service d'une personne à une autre, vous avez l'impression que ce n'est pas le même service. Donc nous avons besoin des personnes, des ressources humaines de qualité, motivées et de la méritocratie. Et à terme, nous pouvons développer nos institutions dans la durée. Mais aussi, les approches peuvent être structurelles et conjoncturelles. Il faut que nous arrêtons de faire du coup par coup. Et c'est ce que Baba Dakono vient de le dire. La partie stratégique, la gestion, la planification stratégique nous manque. Parce que nous sommes dans l'action, nous sommes dans le très court terme, et généralement, et avec les mutations, en tout cas les changements constants que nous vivons. Vous regardez le nombre de ministères qui existent, ou de ministres qui existent au Mali aujourd'hui, de l'indépendance à aujourd'hui, mais c'est incroyable. Hein? Studio Tamani, la suite de ce débat dans un instant. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio Tamani.
La situation sécuritaire au Mali, c'est donc le sujet du jour. À présent, nous allons donner la parole à Baba Dakono, qui est chercheur. Il est donc en ligne. Alors, dites-nous, Monsieur Dakono, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut changer rapidement au niveau de FAMA, disons, de l'aménagement et de Barkhane? Qu'est-ce qu'il manque à ces structures pour pouvoir, en fait, faire face à la situation sur le terrain par rapport à la lutte contre l'insécurité, contre le terrorisme? Déjà, il faudrait remettre les choses dans leur cadre. Aujourd'hui, si on prend le nord du Mali, il n'y a pas une structure aujourd'hui qui s'occupe de la sécurité. Parce qu'on n'a pas de force de sécurité malienne présente. Barkhane s'occupe de la lutte contre, dans un cadre régional bien sûr, dans le Sahel, c'est la mission de Barkhane, de lutter contre les groupes armés terroristes. Et la MINUSMA n'a pas dans son mandat une effectivité dans la sécurisation du pays. Donc on peut dire que au nord du Mali aujourd'hui, on n'a pas de groupe d'armées qui s'occupe de la sécurité, tout en faisant la distinction entre les missions de sécurité et les missions de défense. Le plus important aujourd'hui, c'est que le gouvernement malien puisse affirmer son leadership, puisse avoir une directive sécuritaire dans laquelle il va inclure tous les acteurs, y compris Barkhane, y compris la MINUSMA. C'est ce qui manque aujourd'hui. On a l'impression que aujourd'hui, l'État malien n'a aucune mainmise, n'a aucun contrôle sur ce qui se passe d'un point de vue sécuritaire. Vous avez vu les derniers événements sécuritaires qui a opposé le groupe HEIA au sein de la CMA et le groupe Gatia au sein de la plateforme, ont démontré que le Mali n'a pas aujourd'hui un contrôle ni une connaissance approfondie, en tout cas, c'est ce que les différents communiqués et la réaction du gouvernement ont démontré, de ce qui se passe sur le terrain. Il est très important aujourd'hui, chacun, qu'on le dise ouvertement, chacun de ces acteurs a son agenda, a ses objectifs. Il appartient au Mali de définir son agenda, son calendrier, ses objectifs et sa stratégie et d'inclure tout le monde là-bas. Au-delà de Barkhane et de la MINUSMA qui sont des acteurs opérationnels, nous avons également des acteurs d'appui. Nous avons dans la coopération bilatérale, nous avons d'un point de vue multilatéral et nous avons aussi des ONG qui interviennent de façon tout à fait, beaucoup de ces organisations qui interviennent dans le domaine sécuritaire, qui pour la formation, qui pour l'appui, qui pour l'appui financier. Donc le gouvernement doit inclure tout ça dans un objectif clairement défini. Et c'est l'une des voies qui peut permettre de trouver les bonnes solutions aujourd'hui pour faire face à la menace sécuritaire. Alors, retour dans ce studio pour donner la parole à Boubacar Mintou Koné de Frafisna. Alors, l'annonce de la mise en place des autorités intérimaires avant la fin du mois au nord du pays a-t-elle des chances d'être une réalité avec la situation qui prévaut actuellement dans le pays et particulièrement dans sa partie nord? Avant de répondre d'abord à votre question, je voudrais juste faire une clarification. Très rapidement dans ce cas. Nous ne sommes pas... Personne n'est contre... Il n'y a aucun antimilitariste dans ce studio. Nous sommes convaincus du rôle et de la souffrance de nos soldats. Et le travail énorme et difficile qu'ils accomplissent. Il n'y a pas d'antimilitaristes dans les studios. Je crois qu'il y avait une petite incompréhension. Voilà, et les uns et les autres se sont compris après. Exactement. Voilà. Donc, quand vous parlez de la mise en place des autorités intérimaires, nous, au parti Frafisna, nous rejetons ces autorités intérimaires parce que nous estimons que la démocratisation a été remplacée par une aristocratie des armes, des hommes qui ont pillé, qui ont volé, qui ont détruit les infrastructures de développement dans des localités et que, soi-disant que ces hommes sont en armes, ils ont fait entendre le cliquetis des armes, vont venir encore et commander ces élus et ces populations. Alors, M. Koné, être d'accord ou pas, dans tous les cas, je dis qu'il y a quand même un délai qui est fixé, oui, c'est avant la fin. C'est parce que tout ça, l'insécurité dans laquelle notre pays est aujourd'hui, nous avons dit à son temps que l'accord issu du processus d'Alger est une constitution type rédigée à Alger et qui contient les germes de la partition. C'est ça l'insécurité. Vous avez vu ce qui se passe à Kidal entre le Gatia et la SEMA. C'est une révolution sociale qui est à Kidal parce que les Iforas veulent imposer leur dictat
les autres, qui sont des immigrants, estiment que l'ordre social doit être inversé. Donc ces autorités intérimaires ne feront que soulever, la mise en place de ces autorités intérimaires ne feront que soulever des conflits communautaires qui conduiront à l'éclatement de notre pays. Je pense que peut-être que mon camarade n'a pas fait une bonne lecture de l'accord. Hein, parce que déjà, donc, quand on s'engage dans un conflit, après un conflit, il ne s'agit pas de dire un tel a fait telle chose ou telle chose. Il s'agit maintenant de mettre toutes les synergies ensemble pour pouvoir avancer. C'est tourner en fait la page. Tout à fait, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, les autorités intérimaires, dans ma conception, n'ont rien d'antidémocratique en tant que tel. C'est un consensus qui permet une transition. Quand on va dans le chapitre des collectivités territoriales, où quand il parle de partition et tout ça, mais déjà au préambule de l'accord d'Alger, il est clair que c'est une république laïque et unie. C'est clair. Donc à ce niveau, bon, les petites appréhensions qu'on peut avoir, les susceptibilités ou autre chose, nous sommes une grande nation qui a plein de clivages, qui peut poser problème, mais qui politiquement ont leur solution déjà si on a une approche fédérative de notre communauté. Donc les accords, les autorités intérimaires dont il s'agit, maintenant, il s'agit de définir comment le choix va se faire. Il ne s'agit pas de prendre des rebelles entre guillemets et de les prendre comme étant les commandeurs de ces différentes zones. Il s'agit de mettre en activité toutes les composantes de cette localité pour assurer juste une transition. Donc il ne s'agit pas d'une gouvernance réelle, c'est une transition en attendant que l'ensemble du mécanisme des accords puisse être mis en place. Une fois que le pays est stabilisé, ça veut dire qu'on revient à une situation normale. Donc on ne peut pas comparer des structures mises en place pour gérer une situation de crise et une situation normale. Ce n'est pas une situation qui va être pérennisée. C'est pourquoi dans les accords, c'est bien défini qu'elle est transitoire. Maintenant, après, on va être renvoyé aux collectivités et les embryons dont ils parlent de la partition du pays, si on suit leur logique, ça veut dire que depuis les premiers textes déjà signés en 1993 par Alpha Oumar Konaré, déjà, on avait les embryons. Parce que la décentralisation était déjà allée très loin dans cette façon de prise en charge des communautés, des communes, des cercles et des régions. Leur prise en charge financière était déjà clairement définie par les textes de loi depuis cette époque. Donc à mon niveau, franchement, ce n'est pas une grande inquiétude. Oui, merci M. Fomba. En fait, quand on signe un accord, c'est pour le mettre en œuvre. L'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger a été le fruit de longues négociations. Et c'est ça, dans sa mise en œuvre, moi j'ai déjà eu la chance, le privilège même de participer à des négociations ardues, mais c'était dans le cadre du développement. Quand vous négociez, il y a souvent des compromis et même des compromissions. Mais tout cela est confiné dans un document après qu'il va falloir mettre en œuvre. Mais souvent, dans la mise en œuvre, c'est des œuvres humaines, la mise en œuvre peut poser problème. Et dans ce cas-là, heureusement, s'il existe un dispositif de suivi et d'évaluation, ça permet de corriger les lacunes dans la mise en œuvre. Donc ça revient encore à la planification stratégique. Vous planifiez, vous concevez, vous mettez en œuvre, ensuite vous faites l'évaluation et le suivi pour corriger, ajuster. Donc nous sommes dans ce cadre-là et je pense que ça a le mérite d'exister. Parce que s'il y avait une victoire militaire, je pense qu'on ne nous aurait pas imposé cet accord. Donc je pense qu'il faut qu'intelligemment, nous essayons de voir comment mettre en œuvre cet accord en bonne intelligence et dans la durée. Mais pour cela, à mon avis, il est nécessaire aussi qu'il y ait une participation, qu'il y ait une plus grande participation et une plus grande inclusion des différents points de vue pour que toute la nation puisse regarder dans la même direction. Mais M. Makalo, lorsqu'on avance la fin du mois pour la mise en place quand même d'autorités intérimaires au nord du Mali, est-ce que vous pensez que c'est réaliste, ça peut être fait?
En tout cas, il y a un mécanisme pour constater si ça peut être fait ou non et de prendre des dispositions nécessaires. Alors, nous avons toujours en ligne Baba Dakono. Dites-nous, M. Dakono, comment voyez-vous la mise en place de l'autorité intérimaire au nord du pays avant la fin du mois? Je crois que c'est devenu la question principale aujourd'hui. Je crois que le débat de fond pour ou contre la question des autorités intérimaires devient même une vieille question. Aujourd'hui, on se demande même la capacité aujourd'hui du gouvernement à aller au bout de la mise en place des autorités intérimaires. Du côté du ministère de la Réconciliation, on dit que les choses évoluent progressivement et de façon positive, mais sur le terrain, quand on échange avec les acteurs, ce n'est pas du tout l'impression qu'on a. Donc on en vient à se demander même aujourd'hui la capacité même du gouvernement actuel à mettre en œuvre ces dispositions de l'accord et de l'entente signée entre le gouvernement et les groupes armés. Retour dans ce sujet, je propose cette question juste pour 2 mots. Si l'on parvenait à mettre en place l'autorité intérimaire dans les circonstances que nous connaissons, pourrait-elle pleinement jouer leur rôle? Je pose la question à vous, M. Koné de Frafisna. Nous, selon notre vision, l'accord a d'abord été rejeté par l'ensemble, par une large majorité des Maliens. Ça, c'est le fondement même. Et dans l'accord, il est dit, chaque fois qu'on parle de l'accord, on met en exergue les facteurs. Je crois que le débat n'est plus au niveau de l'appréciation de l'accord, puisqu'il s'agit de la mise en œuvre. Le débat est à ce niveau. Vous avez vu ce qui s'est passé à Gao. Et cette résistance va être partout sur l'ensemble du territoire. Les populations n'accepteront pas ces autorités intérimaires. Les populations du Nord. Mettez la main à la pâte, ça va. Non, la politique, c'est la gestion, c'est une gestion locale. C'est extrêmement important. Bien sûr. Les populations se connaissent entre elles. Wakar Bokoum, juste pour une minute. Non, en fait, il est dans un autre débat, parce que je pense qu'aujourd'hui, on est en plein pied dans l'accord. Et il faut maintenant tout mettre en œuvre pour que cet accord soit une réussite. Maintenant, les griefs qu'ils ont contre l'accord, on a déjà un cadre dans l'accord qui permet de débattre de toutes ces questions, y compris un débat national. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que, franchement, en toute honnêteté, j'écoute beaucoup de cadres qui me parlent de l'accord, qui ne sont pas d'accord. Vous avez 15 secondes maintenant. Quand je regarde, est-ce que l'accord il a été lu et compris par tout le monde? Donc, je pense que l'État doit mettre aujourd'hui en place des mécanismes pour qu'on explique de fond en large. J'ai l'impression qu'il n'est pas compris. Sinon, il ne pose aucun problème. Parce qu'il ne touche pas les fondamentaux de l'État. Maintenant, il s'agit à l'intérieur, toutes les inquiétudes peuvent être prises en compte. Autant la SEMA et tout ça, ils ont des griefs contre l'État qui n'avancent pas, ils ont des petits trucs qu'ils revendiquent. Autant nous aussi, on a des choses à dire. Donc, il faut qu'on trouve maintenant le cadre pour débattre de tout cette question. Je suis entièrement d'accord avec mon collègue Bokoum. Ce que je veux dire, c'est quand même qu'il faut de l'appropriation. On ne peut pas mettre en œuvre quelque chose quand ce n'est pas approprié. Et c'est ce qui va permettre dans la durée de mettre en œuvre, en tout cas de comprendre. Parce que si nous devons construire la paix, il faut que ce soit dans la durée. Et en ce moment-là, il faut que toutes les populations, nous mobilisons tous pour regarder dans la même direction. La direction de la paix et de la prospérité. Voilà, c'est sur ces propos que s'achève donc le grand dialogue de ce mardi. À la mise en onde, il y avait Seydou Mbo, régie vidéo Mamadou, régie vidéo, nous avons Mamadou Ouattara, réalisation Ousmane Djadji Touré. Nous disons merci à nos invités qui étaient donc Modibo Makalou, analyste, Wakar Bokoum, analyste politologue, et Baba Dakono, chercheur à la présentation. Il y avait Seydou Fomba. On se retrouve demain pour un autre sujet. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.